Salut tout le monde, c'est Jessie de la chaîne Melting Curls. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Samzira pour une interview en toute intimité. Melting Curl, cette jeune fille a fait des millions de vues avec une de ses vidéos sur les placements de produits des candidats de télé-réalité, également une vidéo sur les dédicaces des candidats qui a fait un carton sur ta chaîne. Tu as aussi développé une vidéo sur ta pire expérience client chez Louis Vuitton et Gucci. Bah oui, ça a fait beaucoup parler. Melting Curl, Jessie, bienvenue. Merci. En toute intimité. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on philosophe un petit peu sur ton métier, tu vas d'ailleurs nous dire si c'est un métier pour toi, youtubeuse, parle-nous de toi. Présente-toi, ma communauté, d'où est-ce que tu viens, depuis combien de temps tu es à Paris, est-ce que tu as toujours vécu ici? Alors je m'appelle Jessie, je suis guadeloupéenne, donc je ne suis pas du tout née à Paris. J'habite à Paris, ça doit peut-être faire 6 ans, je suis venue pour mes études en fait. J'ai fait des études dans le marketing du luxe, donc j'ai un bachelor et j'ai un master. Et voilà, en fait, je suis vraiment venue pour mes études, donc je me suis adaptée, etc., etc. Et puis, j'ai une chaîne YouTube qui est spécialisée un petit peu dans tout, en fait. Je n'ai pas vraiment de spécialité. Je traite en fait des sujets que j'aime beaucoup, que ce soit le luxe, la mode, un petit peu la télé-réalité. Enfin, tout ce qui me fait vibrer sur un moment, je vais le partager avec ma communauté. Alors, pour revenir sur les études, tu vas pouvoir m'éclairer parce que, alors, moi, si je m'écoute, tu as 6 ou 7 diplômes. Hein. Tu aurais obtenu un diplôme de manager du marketing et aussi de la communication, un diplôme de master en marketing de luxe, un diplôme de responsable marketing en communication et un bachelor en marketing de luxe. Okay. Tu peux m'éclairer? Ouais, je vais clarifier. En fait, j'ai commencé par un bachelor. Le bachelor, c'est une licence américaine, en fait. C'est ce qui fait que tu peux travailler aux États-Unis puisqu'il y a des différences entre les diplômes. Et comme le luxe, c'est très international, le mieux, c'est d'avoir un diplôme qui est reconnu aussi à l'international. Donc, j'ai un bachelor. Le bachelor, ça correspond à une licence, donc Bac plus 3. Et en fait, j'ai aussi un master, mais dans les écoles de commerce, des fois, tu as un master qui n'est pas forcément reconnu par l'État. Donc moi, en fait, j'ai le master de mon école et mon école délivre aussi un master qui est reconnu par l'État. C'est un peu compliqué, mais du coup, en fait, j'ai juste 2 diplômes. C'est juste que mes 2 diplômes… C'est pas mal. Ouais, ils ont des équivalences, c'est tout. Est-ce que ce sont tes études, Jessie, qui t'ont donné envie d'ouvrir une chaîne YouTube? Pas du tout, pas du tout. Alors, à la base, j'ai commencé YouTube en faisant des tutos pour cheveux. En fait, on était avec ma cousine, qui est d'ailleurs dans la pièce. J'étais avec ma cousine et puis on faisait des petits tutos. Ça a commencé, en fait, je vais lancer l'idée parce que c'est une anecdote vraiment qui est un peu improbable. En fait, je m'étais coupé les cheveux et j'avais fait une coupe… je m'étais trompée, en fait. C'était horrible. J'avais les cheveux hyper courts. Enfin, c'était pas beau du tout. En tout cas, moi, ça m'allait pas du tout. Et en fait, de cette coupe, j'ai commencé à chercher des tutos sur Internet, des tutos pour cheveux bouclés. Et je me suis rendu compte qu'en français, il n'y en avait pas tellement. C'était super compliqué à trouver. Donc, j'en ai parlé à ma cousine et j'ai dit, tu veux pas qu'on fasse des tutos, qu'on aide les autres et tout. Et une fois qu'on a commencé à faire des tutos, c'est là où moi, ce que je pensais que ma coupe était ratée. Tout le monde me posait des questions et du coup, elle aussi, parce qu'elle était avec moi, elle me disait, comment vous faites pour avoir des cheveux comme ça, pour vous occuper de vos boucles et tout. On a commencé comme ça. Donc, j'étais dans mon école de marketing du luxe et je faisais des tutos pour cheveux bouclés, mais on faisait ça pour s'amuser. On postait pas toutes les semaines. On essayait de faire de notre mieux, mais c'était pas mon travail, quoi. Alors, ce que tu es en train de nous expliquer me fait penser à une question qui t'a été posée par une de tes abonnées et une de mes abonnées potentiellement qui a posé la question, je vais y arriver, via l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et c'est Mida Sid qui te pose la question suivante. Beaucoup une mot question. Hein. Coucou, Mélissa. Ah oui, ça aussi, bah oui, ça fait partie d'une de mes questions. Mélissa ou Jessie? Non, c'est Jessie. En fait, il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame, comme c'est Melting Curls. Mais en fait, c'est Jessie. Moi, des fois, il y a des gens dans la rue, quand ils me reconnaissent, qui m'appellent Melting Curls. Ça me fait bizarre parce que c'était juste le nom de notre chaîne, quand on était à 2 encore avec ma cousine. C'était juste le nom de la chaîne. D'accord, c'est comme si on t'appelait TF1. Ouais, c'était juste le nom de la chaîne, en fait. Donc, moi, je me considère pas comme étant Melting Curls, mais bon, je comprends les gens, je vais pas les corriger. Mais non, moi, c'est Jessie. Et du coup, comme la chaîne s'appelle Melting Curls, les gens pensent que c'est Mélissa. Mais Melting Curls, c'était tout simple, c'était juste melting pot, parce qu'on est métis, donc métissage.
tout ce qui est… En fait, c'est un mélange, en fait, le melting pot en anglais, et curls pour les cheveux bouclés. Donc la question de Mida est la suivante. Coucou, je suis une jeune lycéenne et aussi une de tes abonnées qui souhaite après travailler dans le domaine du luxe et de la mode, mais je ne suis pas sereine étant donné que je suis une femme noire, musulmane. Mon nom de famille est très musulman. Je voulais savoir si toi, en tant que métisse, tu as eu des problèmes juste pour ta couleur de peau. S'il te plaît, rassure-moi. C'est une très très bonne question. C'est Mida, c'est ça? Oui. Ouais, bah déjà, Mida, merci pour ta question. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. C'est un petit peu tabou dans le luxe, c'est clair. Je vais pas mentir, oui, on le ressent en fait. On va jamais nous le dire, mais on le ressent. Moi, je me suis toujours arrangée pour faire des CV très très beaux, très design, que ce soit coloré, où je m'adaptais vraiment à l'entreprise. Je mettais en avant mes expériences. J'avais fait quand même pas mal de stages, j'avais de l'expérience. J'ai mon père qui a une agence de communication, donc j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'expérience dans plusieurs secteurs. Donc j'étais pas novice quand je commençais à chercher du travail. Et c'était beaucoup plus compliqué pour moi. J'étais toutes les semaines dans le bureau du chargé de relations entreprises pour qu'il m'aide, etc., etc. Après, te dire que c'est exactement la couleur de peau, c'est subjectif. En fait, on le devine parce qu'on sait que la copine qui a, elle, les cheveux lisses, qui est blonde aux yeux bleus, elle va trouver plus facilement en ayant les mêmes expériences. Donc, on le devine, mais on nous le dit jamais, en fait. Donc ça, c'est des suppositions, mais effectivement, dans ce milieu-là, c'est assez compliqué. Autre chose qui m'a fait remarquer ça aussi, c'est que si j'étais par exemple en vente, je pouvais être la seule à qui on va demander d'attacher ses cheveux, par exemple. Mes collègues peuvent avoir, elles, leur brushing lisse, on va me demander de les lisser pour les attacher. À l'heure actuelle, je ne sais pas si ça a changé, mais… Là, pour le coup, on est sur du factuel. Oui. Avec une demande comme celle-ci, Ouais. là, c'est pas subjectif. Ouais. Moi, comment dire, je suis une personne, j'ai tendance à filtrer. Donc, je ne l'ai jamais pris à cœur, heureusement, mais je peux comprendre que ça choque, quoi. Moi, je voulais tellement travailler dans ce milieu que j'avais tendance à filtrer. Et je me disais, bon, j'ai tellement envie de travailler pour cette marque-là, c'est pas grave s'ils me demandent de m'attacher les cheveux. Et surtout, j'étais beaucoup plus jeune. Maintenant, avec le recul, je me dis, oui, c'est compliqué quand on te dit… des fois même, mes cheveux font des vagues et des fois même, on me disait, essaie de bien les plaquer pour qu'ils soient… Ouais, c'est du racisme? Je ne sais pas si on peut appeler ça du racisme, mais tu peux te sentir discriminé quand une marque te demande… quand une marque te fait comprendre que ton image telle que tu es ne reflète pas forcément leur valeur, puisque c'est un peu ça, puisque tu es le représentant. C'est-à-dire que tu as travaillé en tant que représentant, en tant que vendeuse? J'ai travaillé en back-office, en bureau, et aussi tu commences par la vente en général dans le luxe, puisque c'est très compliqué d'arriver en bureau comme ça. Tu en as parlé sur ta chaîne des marques pour lesquelles tu as travaillé? Non, j'ai jamais donné les marques parce que dans le luxe, c'est assez compliqué parce que tu signes des chartes de confidentialité. Donc jusqu'à maintenant, c'est des chartes qui sont très très confidentielles. Donc je préfère pas. Et puis en plus, j'ai pas non plus envie d'associer forcément la marque, etc. Moi, ce sont mes expériences, c'est ma chaîne YouTube. Donc non, j'ai jamais donné les marques avec lesquelles j'ai travaillé. C'est pas compliqué de les trouver maintenant sur Internet, mais je préfère pas arriver et dire j'ai travaillé pour un tel ou un tel. Mais pour en revenir à la question de Mida qui finit par te dire s'il te plaît, rassure-moi, et aussi de par ton explication de départ, est-ce que je dois comprendre que tu devais en faire beaucoup plus déjà au niveau du CV pour te démarquer? Oui, mais pour être sincère, je pense que c'est un peu pareil pour toutes les personnes de couleur quand on veut travailler. C'est une réalité malheureusement. Dans le secteur du luxe, tout est démultiplié. Un entretien va être beaucoup plus intense. Pour des stages, j'ai déjà fait des entretiens sur trois séances avec mise en situation. Donc oui, dans ce milieu-là, tout est forcément plus difficile. Donc oui, comme c'est déjà difficile pour une personne de couleur, ça va l'être encore plus dans le luxe. Donc moi, la seule chose que je pourrais lui conseiller, c'est donne-toi à fond. Donne-toi à fond, plus que tes amis, donne-toi toujours à fond. Parce qu'on peut faire évoluer les mentalités, mais quand on arrive comme ça en étant stagiaire, c'est pas nous qui allons changer l'entreprise. Je dis pas forcément de se plier. Après, l'ambiance dans l'entreprise, on m'a jamais sorti d'un jeu raciste, ou on m'a jamais fait me sentir mal à l'aise, mais c'était toujours des petites choses. Et puis j'avais souvent l'impression que mon responsable appliquait ce que les supérieurs lui disaient de faire. Donc voilà, effectivement, il y avait des petites discriminations, mais je ne peux pas dire que j'ai été… qu'on m'a sorti des insultes racistes, etc. On m'a fait comprendre que certaines choses chez moi pouvaient déranger, ce qui est déjà grave, j'en ai conscience. Mais il faut s'adapter. Si on veut travailler dans ce milieu-là, il faut s'adapter.
Pour continuer à parler de cheveux, en 2019, début 2019, tu apparais dans la dernière campagne de publicité de la marque Fructis, donc des laboratoires Garnier, pour vanter les qualités de ces masques nouvelle génération et de leur nouvelle gamme qui s'appelle Air Food. Télé Loisirs a soulevé la question suivante dans un de ses articles. S'agit-il de vraies influenceuses ou la marque a-t-elle fait appel à des comédiennes? Je te la pose la question. Alors, je pense pas avoir l'air d'une comédienne, j'ai une chaîne YouTube, mais c'est vrai que je peux comprendre que les gens aient fait l'amalgame parce que je pense que c'est très très rare qu'une marque fasse appel à des micro-influenceurs, puisqu'à l'époque j'avais 4000 abonnés, personne ne sait d'où je sors, et puis on voit des filles totalement inconnues passer dans une publicité. Je pense que moi la première, si j'avais pas été dans la situation, je pense que je me serais posé la question, je me serais dit, oh, c'est une publicité avec des acteurs comme d'habitude. Ils ont recréé ce qui se passe sur YouTube, parce que dans la publicité, on vous voit faire « Mais c'est génial Oh, j'adore ce masque !» Enfin, tout avec votre phrasé et votre façon de présenter, quoi. Oui, voilà, on peut avoir l'impression que c'est des acteurs, mais pas du tout, en fait, dans cette publicité-là. Ce qui s'est passé, c'est que, voilà, moi, j'avais mes petits 4000 abonnés, ce qui est déjà bien, hein, mais c'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas très gros pour qu'une marque te contacte pour passer à la télé. C'est très, très rare. Donc voilà, j'avais mes petits 4000 abonnés, je faisais mes vidéos, j'allais en cours, j'allais en stage. Et je tombe sur ce masque-là sur Internet. Je crois que j'avais vu une première publicité justement avec des modèles. Et je décide de le commander parce que ça me plaisait, je trouvais que ça avait l'air bien, que ça aurait pu aider mes cheveux à avoir un meilleur aspect. Donc je le commande, je le teste chez moi et je me dis « Ah tiens, je vais en faire une vidéo ». Puisque j'avais déjà commencé à l'ouvrir et je me suis dit franchement je vais en faire une vidéo. Donc du coup je mets ma caméra dans la salle de bain à l'arrache, je n'avais même pas allumé d'éclairage. Je fais ma vidéo et tout est à chaud. Vraiment, tout ce qu'on voit dans la vidéo, c'est ce que je pense, etc. C'est vraiment ce que j'ai pensé. Et en plus, j'avais vraiment dépensé mon argent pour l'acheter. Mais alors à quel moment Fructis, Garnier te contacte en te disant voilà, on a vu votre vidéo et on veut l'utiliser à la télé? J'ai été la première surprise, c'est 2 mois après. En fait, cette vidéo-là, elle avait explosé. Je crois qu'elle a fait aux alentours de 200 000 vues, ce qui est énorme quand on a une aussi petite chaîne parce que voilà, YouTube a tendance à mettre en avant les créateurs qu'il connaît. Quand on a 4000 abonnés, il ne nous connaît pas beaucoup puisque nos vidéos ne sont pas très bien référencées. Donc ma vidéo a été beaucoup mise en avant, je suppose que l'équipe est tombée dessus. Et puis un jour, je reçois un email de la part des locaux de Garnier qui me demandent est-ce qu'ils peuvent avoir un entretien téléphonique avec moi, qu'ils ont un projet à me proposer. Donc j'étais très choquée, donc ils m'ont contactée et ils m'ont dit qu'ils ont vu ma vidéo et qu'ils aimeraient travailler avec moi, prendre un extrait de cette vidéo et la mettre dans une publicité à la télé. Et c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord, mais pour le coup, tu as été rémunérée oui. pour ça. Oui. Une de tes vidéos qui a contribué fortement à te propulser, c'est la vidéo dans laquelle tu achètes les produits de candidats de télé-réalité. Donc en l'occurrence, qu'est-ce que tu as testé d'ailleurs comme produit dedans? J'ai testé pas mal de choses. En fait, je teste la majorité du temps, je teste les produits qui reviennent souvent sur leur placement produit Snap et Instagram. Parce que tout en sachant que moi, j'ai rien contre la télé-réalité, puisque si j'ai fait ces vidéos-là, c'est que je la regarde. Et c'est vrai que quand on regarde leur placement produit, il y a des choses qu'on a envie d'acheter, forcément. Moi, comme c'est des personnes que je suivais beaucoup à l'époque, je me disais, il y a plein de choses que j'ai envie de tester. Et je demandais dans mon entourage. Et mes amis, etc., ils me disaient, moi aussi, j'ai trop envie de tester ça. Donc, il n'y a pas de choses en particulier. C'est vraiment en fonction de ce que je vois apparaître sur Snap. Là, pour le coup, à l'époque, c'était beaucoup les kits de blanchiment dentaire qui revenaient. Donc, du coup, j'ai commandé plusieurs choses qui revenaient. Et je me suis dit, des bonbons, les compléments minceurs. Oui, voilà, tout ce qui est... Pas de compléments minceurs, des thés pour mincir. Thé minceur, oui. Ça revenait beaucoup, ça aussi. Donc, je me suis dit, je vais tester tout ça et je vais en faire une vidéo. Et vraiment, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est que je pensais que ça n'aurait pas marché du tout. J'ai pas fait ça en me disant... Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, tu veux buzzer et tout. Pas du tout. J'avais école le lendemain, j'ai reçu mes produits. Je me suis dit, j'ai pas trop envie de faire une vidéo cheveux, j'ai bien envie de faire ça, j'ai envie de me laisser... J'ai envie de tester ça. Et quand je l'ai posté, je suis allée au restaurant avec mon père et je lui ai dit, ça va pas marcher, j'ai fait ça pour m'éclater. Et je reçois plein de notifications. J'étais choquée. J'étais très choquée. Qu'est-ce que tu recevais comme notification? J'ai reçu plein de commentaires qui disaient, moi aussi j'ai testé ça, ça me va pas. Ou moi j'ai adoré ça, par exemple. C'est ce que j'aime bien aussi. C'est pour ça que j'invite souvent les gens à me donner leur avis en commentaire, c'est que moi, je peux ne pas avoir aimé un produit et il peut très bien fonctionner sur quelqu'un d'autre. Donc, tu t'attendais pas à ce que cette vidéo précisément te permette d'atteindre le 1 million de vues en un peu plus d'un mois? Jamais. J'aurais jamais pensé. Non, j'aurais jamais pensé que ça aurait suscité autant d'engouement. J'avais une chaîne spécialisée cheveux. Moi, dans ma tête, on m'attendait dans les cheveux. Et puis, c'était un passe-temps. Donc, pour moi, un passe-temps ne va jamais me faire atteindre 1 million de vues. J'aurais jamais pensé ça. Tu as une question de Mandarine Orange qui te dit, as-tu déjà été contacté par des marques qui ont été blessées, énervées de tes remarques à propos de leurs produits? J'aime beaucoup ces vidéos, elle donne son avis sans filtre, ça fait du bien. Ouais.
Bah, je vais pas mentir puisque je suis toujours honnête avec ma communauté et je vais pas dire quelle marque je vais pas m'étendre, mais oui. C'est après ces vidéos-là, j'ai souvent été contactée par des marques que ça n'a pas plu. Maintenant que je suis en agence, beaucoup moins, puisque maintenant j'ai des personnes qui m'aident pour tout ce qui est la partie partenariat. Je pense que ça montre quelque chose, c'est que du coup, je pense à tous ceux qu'on appelle les petits influenceurs. Enfin, j'aime pas trop ce mot, mais les personnes qui ont une communauté un peu plus réduite, on va dire. Vous subissez une pression? Bah, quand on a une plus petite communauté, oui. Là, maintenant que je suis encadrée, après ces vidéos-là, je reçois plus du tout de mails. Mais avant que tu sois en agence, est-ce Oui. que tu subissais de l'intimidation, Oui. de la pression Oui, ou des menaces? Menaces, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des menaces, mais oui, j'ai déjà reçu des mails de marques qui n'étaient pas très contentes. J'ai la chance en fait d'avoir un papa qui est dans la communication, qui a une agence de communication, donc qui sait comment ça se passe quand une marque fait une pression. Et il me disait toujours, écoute, si tu vois que c'est un dialogue que la marque veut instaurer, qu'elle veut savoir pour qu'est-ce qui m'a pas plu pour s'améliorer, réponds. Si tu sens que c'est de l'intimidation pure et dure, dans le sens où j'en ai déjà reçu des si vous ne retirez pas votre vidéo, vous recevrez une lettre de l'avocat. Ben, mon père me disait toujours attends la lettre de l'avocat. Pourquoi? Parce que souvent les marques ou même pas les marques, même une personne morale joue sur la diffamation. Oui. La diffamation, on l'utilise pour tout maintenant. Et pas de chance pour eux, c'est que j'ai fait du droit avec mon école et je sais en fait la diffamation. Et surtout, une chose que les gens ne savent pas forcément quand ils tombent sur mes vidéos, c'est que quand je fais une critique négative, je peux la recommencer 5 fois. Parce que je me dis, une personne qui ne me connaît pas, je peux avoir un ton il peut se dire pour qui elle se prend. Donc des fois, j'essaie de travailler mon ton, etc. Quand je fais une critique négative, j'essaie vraiment de faire en sorte que ça passe bien, que si une marque arrive dessus, qu'elle soit pas... Mais si je prends ton exemple, Jessie, une marque voit une critique, il faut quand même rappeler qu'une critique n'a pas de connotation négative. Ça peut être positif comme négatif, une critique. Il voit de la diffamation. On peut soulever nous-mêmes la question et se dire c'est quoi de la diffamation? Je peux te le demander? Oui, bien sûr. La diffamation, alors moi, si je me souviens... Bon, je ne vais pas partir sur la définition juridique pure et dure. Pour toi? Mais pour moi, la diffamation, c'est tenir des propos discriminants sur une marque, donc des propos qui peuvent être dénigrants et qui peuvent porter atteinte à l'intégrité de la marque sans fondement. Et avec volonté de nuire. Et avec volonté de nuire à la marque. Donc c'est surtout sans fait. Ça veut dire que, imaginons, je dis, ce produit, il est hyper nul. Alors c'est des choses que je dis jamais, hein. Mais si je dis ce produit, il est hyper nul, ne l'achetez surtout pas, sans fait. Parce que déjà, ça, on est déjà un peu dans la discrimination. Mais la discrimination, ça va encore plus loin, c'est sans fondement. Ça veut dire, je ne dis pas pourquoi. Pourquoi? Alors que moi, dans mes vidéos, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, écoutez, ce produit, il n'a pas marché sur moi parce que quand je l'ai testé, il y avait ça qui n'a pas marché sur moi, ça ne fonctionnait pas selon moi, et cette composition n'est pas terrible de ce que j'ai compris, et j'invite toujours les gens à compléter. Je dis, écoutez, si vous êtes plus calé que moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de la formulation. Comme ça, je me dis, si je vais pas assez loin, les gens vont toujours regarder les commentaires. Les commentaires, pour moi, c'est 80% de la vie qu'une personne se fait. Elle va regarder ce que je dis, ce sera 20%, et 80%, ce sera les commentaires. Mais au final, c'est pas trop dur de tout le temps faire attention à ton langage, à la façon dont tu vas tourner tes phrases, aux mots que tu vas employer? Non, parce que ça, je fais surtout pour la critique négative. Quand je suis comme ça, fluide devant une vidéo, c'est pas travaillé, c'est pas tellement travaillé. Sauf si je dois tester un produit sur une longue durée, là, je vais faire attention à ce que je dis. Mais pour la critique négative, je trouve que c'est important parce que demain, moi aussi, je peux créer mon entreprise et quelqu'un arrive et donne un avis et plus personne n'a envie d'acheter. J'y pense à ça. Donc je me dis, il faut que je donne des arguments pour que demain, si la marque, elle me contacte, que je sois pas en mode parce que je sais que derrière, ça peut couper des ventes ou il y a des employés derrière, il y a des gens à payer. Donc si je fais une critique négative, je vais toujours faire attention à ce que ce soit structuré et que les gens comprennent où je veux en venir. Par rapport à cette vidéo sur les placements de produits des candidats de télé-réalité, tu m'as donné des réponses par rapport aux annonceurs, mais par rapport aux candidats, est-ce que tu as eu des retours? Est-ce que certains t'ont écrit ou t'ont contacté? Oui. Oui, certains m'ont contacté. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout parce que ce milieu-là, j'ai l'impression que dès qu'on dit un truc, ils veulent rebondir dessus et moi, c'est pas du tout mon truc. Mais oui, j'en ai quelques-uns qui m'ont contacté suite à des vidéos. Des fois, c'était assez bienveillant. C'était franchement, bravo, tu as eu raison de dire ça parce que je pense la même chose. Et d'autres fois, c'est un peu plus, ça tombe un petit peu plus dans l'intimidation. Moi, je réponds pas. Je réponds juste pas. Comme les marques, en fait. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Des choses, pourquoi je critique
pourquoi je critique ce qu'ils font ou des choses comme ça, ou pourquoi je déteste autant la télé-réalité, alors que c'est pas du tout le cas. Je me dis dans ces cas-là, j'ai plus l'impression que leurs abonnés leur envoient des extraits en fait, puisque c'est facile de juger sur un extrait. Donc voilà, en général, j'essaie de ne pas prendre en compte et je réponds pas, puisque je me dis si je réponds, ce sera un dialogue de sourds, puisque la personne elle a déjà son opinion. Donc, Parce que dans cette vidéo, tu avais mis, tu sais, sur la miniature, déçu d'eux. Ouais. C'était quand même très engagé. Ouais. En quoi tu étais déçu et est-ce que tu penses qu'on peut faire confiance au placement de produit des candidats de télé-réalité? Ouais. J'avais mis déçu d'eux parce que, alors la première vidéo dont tu parles où j'avais mis déçu d'eux, elle date quand même de septembre 2018, je venais de commencer et c'est un moment où je regardais beaucoup de télé-réalité. Maintenant beaucoup moins, je suis toujours un peu l'actualité et c'est facile de regarder, mais je regardais beaucoup de télé-réalité et je prenais ça à cœur. Moi quand un tel se séparait d'un tel, moi c'était limite mes copines dans ma tête. Donc du coup quand j'ai vu que j'achète leurs produits, je les soutiens parce que je sais que ça leur fait des commissions, et je vois que ça fonctionnait pas sur moi, j'étais tellement déçue. Donc je me suis dit, bon, je prends le parti de dire que je suis déçue. Mais voilà, je suis pas déçue de tout le monde non plus. Hein, et je pense qu'eux, ils s'en fichent que je sois déçue ou pas. C'était vraiment mon engagement. Moi, qu'est-ce que j'avais envie de dire sur ça? Oui, j'avais été déçue de certains. Je suis pas déçue de toute la télé-réalité. Et qu'est-ce que je pense de leur placement produit? Je pense que c'est comme dans tout. Tu as des pépites, puisque j'ai découvert vraiment des pépites dans certains produits. Et tu as d'autres choses où c'est pas terrible, quoi. Et sans citer de marque, quel type de produit t'as déçu? La chose qui m'a le plus déçue, je pense que c'était le kit de blanchiment dentaire. Mais après, c'est subjectif parce qu'il y a des personnes... Bon, c'est vrai que la majorité ont dit que ça fonctionnait pas, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, écoute, sur moi, ça a fonctionné. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Mais en tout cas, pour moi, je parle vraiment pour mon avis. Je pense que c'est ce qui m'avait le plus déçue, parce que jusqu'à maintenant, j'ai la dent tachée à cause de ça. Donc, Toujours aujourd'hui? Ouais, toujours aujourd'hui, ouais. Ça s'est un peu estompé, mais je pense que c'est ce qui T'es allé voir un spécialiste, t'as montré, t'en as parlé, qu'est-ce qu'on t'a dit? Que ça allait pas partir, que ça a été décapé en fait. Ça va loin quand même. Donc, mais c'est quelque chose qui peut arriver aussi avec un produit qu'on achète en pharmacie? Je pense pas. Je pense pas. Après, je suis pas dans le milieu pharmaceutique, mais je sais pas, je pense pas. En tout cas, moi, en ayant acheté des produits dans le milieu pharmaceutique, j'ai jamais eu ce Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Est-ce qu'il faut acheter de façon plus raisonnée, en se posant plus de questions en tant que consommateur, ou est-ce qu'il faut encadrer toujours plus le milieu du placement de produits? Moi, je pense que chacun est responsable en fait, parce que pour le coup, c'est eux qui décident. Donc, je sais pas si on peut encadrer. Je pense que leur agent leur propose un placement et c'est à eux d'accepter ou pas. En tout cas, je suis pas dans leur agence, je sais pas. Mais je sais qu'en général, en agence, on te propose, est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux le tester? Est-ce que tu veux en parler à ta communauté? Oui, mais comment tu fais quand tu peux pas refuser plus de 3 placements de produits? Parce que moi, j'ai eu accès à des contrats. Dans certains contrats spécifiques de candidats télé-réalité, j'ai vu de mes propres yeux qu'il était écrit noir sur blanc que le candidat avait la possibilité de refuser maximum 3 placements. Ouais, mais moi, j'ai envie de te dire, après, je me fais l'avocat du diable, mais un contrat, tu le lis avant. Et tu t'informes sur l'agence. Tu sais, qu'est-ce que tu connais un petit peu. Enfin, moi quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans un contrat, je fais changer. Moi aussi. Donc c'est ça. Donc moi, je trouve que c'est un peu facile de dire je peux pas accepter. Parce que moi, je suis en agence. Mon contrat, je l'ai lu. J'ai demandé avec quelle marque vous travaillez. Si je vois que c'est que des marques qui font polémique, parce qu'ils le savent aussi qu'il y a des marques qui font polémique, ils peuvent tester. Donc... Mais peut-être que certains s'en fichent. Hein. Ouais, je sais pas. Moi, je parle en tout cas en connaissance de cause, puisque je vais pas parler pour eux. Je sais pas comment ça se passe, mais je sais que si j'étais dans ce cas-là... et d'ailleurs, je me dis, j'ai été dans ce cas-là, puisque j'ai eu un contrat sous les yeux et j'ai dû le signer. S'il y a une modification, je demande. Si c'est possible, c'est possible. Si c'est pas possible, peut-être changer d'agence ou de management. Donc, je sais pas. Tu as sorti aussi une deuxième vidéo, ça c'était un peu plus récent, dans laquelle tu parles des dédicaces de candidats de télé-réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité, je crois, de commander une dédicace en vidéo. Tu vas nous expliquer combien de temps ça dure, nous dire un petit peu les modalités, parce que moi, je n'ai pas vraiment mis mon nez là-dedans. Tu as fait le test avec Sebidadi et avec Camille Froment, des Marseillais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Ouais, alors pareil, ça c'est marrant parce que c'est une vidéo que je pensais qui n'aurait pas du tout marché. Comme quoi, en fait, on ne sait jamais ce que vont aimer l'audience. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... en fait, c'est mes abonnés qui m'ont envoyé, parce que j'avoue, moi, j'étais passée complètement à côté de ça. Ils m'ont envoyé des stories de candidats de télé-réalité qui faisaient la promotion de ça, les dédicaces, etc. Et moi, une habitude que j'ai avec mes abonnés, c'est un petit rituel, c'est que je leur fais toujours un petit coucou à la fin d'une vidéo. Je choisis une ou deux personnes et je leur fais un coucou. Ah, j'ai vu ça. Pour moi, c'est mignon, ça leur fait plaisir, etc. Et ils m'ont dit, écoute, Jessie, il y a des candidats de télé-réalité qui font payer des dédicaces. Donc je me suis dit, oh,
Bah, je vais tester, puisque dès qu'il y a un truc que personne ne veut tester, je sais pas, moi ça m'intrigue, je me dis… Donc que je comprenne bien Ouais. et que tout le monde comprenne bien, Ouais. une dédicace, c'est quoi? C'est comme si moi je prenais mon téléphone Ouais. comme ça et je dis, je sais pas, il y a une jeune fille qui s'appelle Roxane qui a payé, donc allez, on va dire 40 € pour avoir une, Et elle te une demande dédicace. ce que tu veux, elle envoie un petit message. Elle envoie le petit message de ce qu'il faut que je dise, Ouais. c'est ça? Ouais. Donc moi je prends en compte sa demande. Voilà. Et si par exemple c'est l'anniversaire de sa meilleure amie, c'est ça? Exactement. Je dis salut Roxane, salut Voilà. Chloé, bon bah je te souhaite un très bon anniversaire, j'espère que tu t'enjailles bien aujourd'hui, je Ouais. te fais plein de bisous, je t'adore. En 30 secondes, parce qu'il y a, il y a une Il y a limite un de temps. temps. Ouais. Ok, en 30 secondes. Et Roxane a payé combien pour ça? Alors, moi quand je l'ai fait, c'était 30 € je crois, la dédicace, donc environ 1 € la seconde, puisque c'est 30 secondes. Donc en fait, j'ai vu il y avait des différences tarifaires. Donc je pense en fonction de si un candidat est très très demandé. Qui était le plus cher? Mila et Léana, je crois. Et du coup, moi d'ailleurs, j'aime bien ce qu'elles font. Donc c'était celle que j'avais envie de commander une dédicace d'elle, puisque je me suis dit, bon, comme ça va aussi plaire à mon audience. C'était combien? Ben, elles, c'était 50 $, mais elles étaient out of stock. Puisque c'est ça aussi Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en rupture de stock. Je sais pas, moi j'ai du mal avec ça, le fait que ça Non mais ça m'intéresse parce Ouais. que pour le coup, j'ai pas vu ça. Si, c'était out of stock. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo, je trouve que c'est un peu dénigrant parce que ça fait comme si c'est une marchandise. Or, un influenceur ou un candidat télé-réalité n'est pas une marchandise. Donc, moi, perso, ça m'a choquée. J'aurais préféré voir pas disponible que out of stock, quoi. Mais bon, elles n'étaient pas disponibles parce qu'elles étaient en tournage, je pense. Donc voilà, mais du coup, comme elles n'étaient pas disponibles, c'est pour ça que j'ai pris Seb et Camille. Ouais, t'as payé combien? Je crois que j'ai payé 30 € chacun. D'accord, donc t'en as eu pour 60 €. Ouais. Et bon, ce qui se passe, c'est que tu fais ton petit tour, tu regardes, il y a des descriptions. Et ensuite, tu peux choisir pour quelle occasion tu prends ta dédicace. Tu tapes ton petit message. Moi, pour le coup, comme d'habitude, je suis comment on appelle ça? Undercover, j'ai le nom en anglais. Je suis infiltrée. Voilà, j'aime bien leur dire ça, je suis leur infiltrée. Je mets un petit nom, je dis voilà, c'est mon anniversaire. J'essaie de mettre des choses qui vont penser que je suis un petit peu plus jeune, par exemple, puisque c'est un public très jeune en général qui demande ce style de dédicace, de ce que j'ai compris. Donc j'ai mis c'est mon anniversaire, je t'adore, est-ce que tu peux me faire une dédicace? Et j'avais vraiment mis un texte précis, je crois que j'avais mis aussi que j'avais une fête en particulier. Enfin, j'ai mis des choses reconnaissables pour voir si c'était pas des noms enregistrés, puisque ça peut arriver qu'ils fassent des noms préenregistrés. Et j'avais envie de voir si c'était pas ça, en fait. Donc voilà, j'ai envoyé et j'ai attendu, je crois, une petite semaine et j'ai reçu mes dédicaces. Et alors, verdict, qu'est-ce que ça a donné ces dédicaces, Jessie? Bah, j'ai été mitigée. Comme j'ai dit dans la vidéo, moi, je l'aurais pas fait. J'aurais pas fait payer mes abonnés et j'aurais pas… je pense qu'en dehors du cadre YouTube, j'aurais pas acheté une dédicace pour moi, pour me faire plaisir. J'ai été mitigée. Je pense que ça peut faire plaisir à une personne qui achète de son plein gré. On lui met pas un couteau sous la gorge pour acheter. Bien sûr. Donc ça peut faire plaisir à une personne qui est très très fan et qui va jamais croiser cette personne dans la rue. Enfin moi perso, si demain Britney Spears propose une dédicace, étant Toi qui fan es depuis 20 ans, je le fais. Voilà, j'ai cru Tu vois, comprendre. donc je critique pas. Ouais, voilà. Donc je pense que ça peut faire plaisir. Mais d'un autre côté, moi, ce qui m'a un peu embêtée, c'est que je soupçonne, après voilà, je vais pas m'avancer, mais je soupçonne que ce soit surtout des jeunes enfants, qui soient plutôt jeunes, parce que la télé-réalité, c'est un secteur qui est assez jeune. Je pense pas que ma tranche d'âge, 20 et plus, après je sais pas, hein, mais moi je pense pas qu'on va aller acheter des dédicaces. Donc je pense que c'est plutôt des enfants qui vont demander la carte à leurs parents. Donc ça, c'est un peu limite. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ce soit pas carré, quoi. Parce que j'ai pas reçu la bonne dédicace. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Pour Sébastien, j'ai reçu la bonne dédicace, tout s'est bien passé, enfin, il a dit exactement tout ce que je voulais, donc rien à dire. Mais pour Camille, j'ai pas reçu la bonne dédicace. Mais alors, t'as reçu quoi? En fait, j'avais demandé à Camille je crois que je lui avais demandé de me souhaiter bon anniversaire. Enfin, je lui ai dit, voilà, souhaite-moi un bon anniversaire. Enfin, j'avais mis des petits éléments, j'avais bien mis, je m'appelle Jessie. Et j'ai reçu la dédicace. Ah oui, il y a un truc à savoir aussi, c'est que toutes mes réactions ne sont pas du tout faussées. Même si je reçois les dédicaces 5 jours avant, j'attends la vidéo pour l'ouvrir pour vraiment que ce soit authentique. J'adore ça en fait. Même au montage, j'adore voir mes réactions, je me fais mourir de rire. Je suis tellement expressive que je me dis c'est cool. Du coup, j'ai vraiment attendu et je découvre la dédicace pour la première fois dans la vidéo. Et là, j'entends un autre nom. C'était pas mon nom
Donc c'était le nom de quelqu'un d'autre et c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Donc sur le coup, j'ai pas compris, j'ai bugué, je pense que ça se voit même sur le moment et j'ai compris en fait que c'était pas la bonne dédicace et je pense qu'elle s'est trompée. Je pense qu'il doit y avoir une plateforme. L'erreur est humaine. Oui, bien sûr. Par contre, tu as payé 30 €. Ouais. En tout cas, la personne qui va commander cette dédicace aurait payé 30 €. Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que tu as fait marcher un service après-vente? Ouais. Alors non, moi, il faut savoir que je contacte personne derrière. Je fais jamais ça parce que je me considère pas comme la cliente qui, voilà, puisque je sais que moi, en soi, je les contacte parce que je sais que je vais faire une revue derrière. Donc, je me dis, j'ai fait ma vidéo, je vais pas non plus les contacter, etc. J'aurais pu, mais non. Mais ils m'ont contacté eux après derrière et ils m'ont envoyé la bonne dédicace. Donc ça j'apprécie. Donc une fois que ta vidéo était sortie. Mais ça c'est un truc qui arrive souvent. J'ai jamais reçu de message d'excuse réellement d'une marque où ça s'est pas bien passé. Mais par exemple, comme par hasard, dans une vidéo, j'ai dit « Ah, j'ai jamais reçu le colis, je comprends pas. » Peut-être quand j'ai posté la vidéo, 2 jours après, j'ai le colis dans ma boîte aux lettres. Alors qu'il était marqué comme livré, par exemple. Très, très bonne nouvelle. Malheureusement, ça nous arrive à tous d'avoir un colis qui est marqué comme livré et qu'on ne reçoit pas. Ouais. Comment ils font ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube? C'est ça. C'est ce je reçois des fois des mails qui me disent « Écoute, Jessie, moi aussi, j'ai pas osé le dire en commentaire, mais moi aussi, j'ai jamais reçu mon colis. Le service après-vente répond pas. » Et je trouve que c'est dommage parce que les gens qui connaissent pas ma chaîne ont tendance à penser que je critique gratuitement, que je déteste la télé-réalité, alors que pas du tout. Je me serais pas permise de critiquer un milieu alors que je regarde et qu'il y a certains candidats que j'aimais beaucoup, que... Non, en fait, j'ai juste envie de donner mon avis. Si ça s'est mal passé, je vois pas pourquoi je devrais me censurer alors qu'il y a des gens qui, eux, ils n'ont pas la possibilité d'avoir cette audience et ils pourront jamais faire savoir que ça s'est mal passé. Donc il y a plein de gens qui me disent « Ah bah, t'as été la voix de ma mauvaise expérience et heureusement que tu l'as dit parce que moi, personne m'écoutait. » Et ça vaut tous les messages de pression de marque parce que je me dis au moins je peux aider des personnes qui n'osent pas. Oui, mais par contre, ça ne doit pas être facile tous les jours parce que tu vis pas tout le temps avec la pression. Ouais. Mais quand on décide d'être engagé et d'avoir une parole libre, derrière, il y a des conséquences souvent. Ouais. Hein? Toute action a des conséquences. C'est clair. C'est quoi pour toi ces conséquences? Moi, j'en assume les conséquences. En fait, comme je t'ai dit, beaucoup moins maintenant parce que je pense qu'il y a un peu... parce que ta chaîne évolue. Et aussi parce que je suis entourée. Je pense que les marques, ils comprennent très bien. Les marques font le rapprochement et elles voient que j'ai un suivi. Ouais, mais en termes de sérénité dans ta vie de tous les jours, tu arrives à être sereine? Maintenant, plus. Maintenant que je suis encadrée, plus. Quand tu es tout seul, et je pense à tous ceux qui sont tout seuls, et des fois, il y a même des très, très gros influenceurs qui sont seuls. Ça doit être assez difficile pour eux parce qu'on ne communique pas dessus. Moi, perso, j'ai pas envie de communiquer dessus parce que j'ai envie que les gens ils se posent devant mes vidéos tranquilles et pas qu'ils m'entendent me plaindre. Voilà. Et en plus, il y a tellement plus de positifs. Mais oui, avant, c'était plus une pression. Maintenant, moins. Je reçois beaucoup moins de messages de marques qui me mettent la pression. Bizarrement, je reçois beaucoup moins depuis que je suis encadrée. Par contre, quand j'étais toute seule, à chaque fois que je postais une vidéo sur la télé-réalité, je recevais au moins un email d'une marque qui était mécontente. Une marque qui travaille avec des candidats ou des agences. Ou des fois, c'était des marques qui voulaient s'améliorer. Et ça, j'adore la démarche. Quand ils me disent « Écoute, Jessie, on a vu ta vidéo, on est conscient du problème, on a eu des retours par rapport à ça, et toi, tu as fait un résumé de tout ce qui n'allait pas et on prend en compte. Et merci pour ta revue. » Ça, franchement, c'est bien, je trouve. Il y a des marques qui ont moins de recul et qui... Après, je peux comprendre, hein, ça doit être la panique s'il n'y a plus de ventes et qu'il y a des gens à payer derrière et tout. Mais je ne le fais pas gratuitement. C'est ça le truc, c'est que je ne fais pas ça gratuitement pour tuer une marque et pas du tout. Il y a des gens qui pensent des fois que je suis même payée pour critiquer une marque. Alors là, j'ai pas envie d'aller en enfer. Hein, donc bon. Tu as appliqué ce que tu as fait avec la télé-réalité pour le monde du luxe aussi, dans lequel tu as travaillé, pour lequel tu as des diplômes. Tu as relaté une de tes expériences dans 2 boutiques, une chez Louis Vuitton, une chez Gucci, en titrant « Ma pire expérience client chez Louis Vuitton et Gucci ». Tu peux nous résumer dans un premier temps cette vidéo et dans un second temps nous expliquer si tu as eu des retours? Ouais. Alors, cette vidéo, ça partait d'une conversation avec ma mère. Souvent, ça part comme ça, on est en train de discuter. Et souvent, avec ma maman, on aime bien aller se promener à l'avenue Montaigne, pas parce qu'on a les moyens, pas du tout, mais on aime voir des belles choses. Avec ma petite sœur et ma mère, on adore faire ça, puisque ma mère, elle est en Guadeloupe, donc il n'y a pas toutes ces belles boutiques.
Donc quand elle vient sur Paris, on va se promener, on regarde les jolies boutiques et tout. Comme un musée. Voilà, c'est ça. On discutait et ma mère elle est souvent mal à l'aise dans ces boutiques-là parce que moi c'est mes études donc j'ai eu l'habitude d'entrer. Mais ma maman ça la met très mal à l'aise. Et elle me disait ouais franchement une boutique comme ça, une aussi belle boutique, je comprends pas comment on peut nous faire nous sentir aussi mal et tout. Et elle me disait mais toi ça t'est déjà arrivé, tu me racontais avant. J'ai dit mais oui c'est vrai. Elle me disait mais tu devrais en parler à ta communauté de ces expériences que tu as eues et tout. Je me suis dit ah ouais parce que en soi en général ça se passe plutôt bien quand on va dans une boutique de luxe, on est à ton petit soin. Mais il y a des fois où ça se passe pas trop bien. Et je sais que les gens n'aiment pas en parler, puisque le luxe, c'est un milieu très fermé. Moi, j'ai pas de tabou avec ça. Je me dis, si demain, j'ai envie de retravailler dans le luxe et que ça me porte préjudice, je me dis que c'est que la personne n'a pas forcément intégré ma façon de faire, puisque c'est jamais gratuit. Je sais que dans ce secteur-là, la critique, c'est pas très bien vu, mais bon. C'est pas grave, j'aime bien en fait que ce soit spontané. Mais tu disais quoi dans cette vidéo? Qu'est-ce que tu leur reprochais? En fait, ce qui s'était passé, j'ai donné je crois que c'était 2 boutiques, je crois que j'avais donné, c'était chez Louis Vuitton. Ce qui s'était passé, c'est que j'étais avec des amis et le vigile a passé son temps à nous suivre dans la boutique et à nous faire comprendre qu'on n'avait rien à faire là, mais dès l'entrée en fait. Donc c'était assez gênant, surtout à un moment, c'est une anecdote que je raconte dans la vidéo, c'est qu'on était, je sais plus à quel étage, on était je crois à l'étage des chaussures et il a donné des directives juste à côté de nous. Et on a bien compris, puisqu'il a dit bien 2e étage, etc. Et là, on s'est senti très mal à l'aise et on est parti. C'était quoi la directive? Il a donné la localisation où on était. Et où il était du coup, mais il était juste à côté de nous et il n'arrêtait pas de nous suivre. Donc ça, c'était très gênant puisque dans aucune boutique, moi, je me fais suivre comme ça, donc j'ai pas compris. Mais par contre, un truc que je tiens à remettre dans le contexte, c'est que le luxe fait beaucoup d'efforts sur ça maintenant et c'était il y a longtemps. C'était il y a peut-être 5-6 ans, quoi. Je venais d'arriver en France. Donc à l'heure actuelle, j'ai plus aucun problème, mais ces expériences, ça date vraiment d'il y a un moment. Un petit mot sur ta vie amoureuse ou un grand mot, hein, tout dépend de toi. Parce que ton copain, tu le mets en scène hein, parfois dans tes vidéos, seulement tu le floutes. Ouais. Pourquoi? Parce que, en fait, je le force un petit peu. Parce qu'il veut pas, c'est pas son truc. Il est pas du tout YouTube, réseaux sociaux, c'est pas du tout son milieu. Il m'a connue, j'allais à l'école, j'étais en stage. Je venais de commencer YouTube, donc j'avais une petite communauté, j'avais peut-être 300 abonnés, j'étais encore avec ma cousine, on faisait des vidéos, donc il n'était pas habitué à ça. Et puis surtout que c'est monté d'un coup, alors lui il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe oui, j'ai fait des vidéos avec lui, mais en fait quand on aime quelqu'un, on a envie de mettre la personne en avant, voilà. Mais lui il est très sur la réserve, donc le compromis c'était ok je viens, mais je veux pas qu'on me voie. Donc je le mets pas tellement en scène. C'est juste, j'essaie de faire en sorte qu'ils viennent avec moi dans ce que je fais. Mais bon, c'est comme au travail, hein, on va pas amener son petit ami faire la compta avec nous si on est service compta. Mais bon, j'ai cette liberté, mais lui, il est plus discret. Et comment il l'appréhende cette activité? De quel œil il la voit? Il me soutient beaucoup. Franchement, il me soutient beaucoup. Avec ma famille, c'est un de mes fans numéro 1. Il me soutient beaucoup. Il est très content pour moi. Et il est très content aussi de discuter dans la vraie vie s'il y a des abonnés à moi. Il va pas faire la tête et tout. Il est très content aussi. C'est juste qu'il ne faut pas trop embêter sa tranquillité, quoi. Si je fais une story, il va se cacher. Si je fais une vidéo, il faut qu'il soit de l'autre bout de la pièce. Mais en fait, je le cache pas, mais on se préserve. Si on me demande que je suis en couple, je vais dire que je suis en couple. Mais je ne vais pas l'identifier sur toutes mes photos. Oui, c'est pas que tu le caches, tu préserves son besoin et son envie d'anonymat. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui peut se comprendre, tout le monde n'a pas envie de se montrer devant une caméra ou devant un téléphone portable ou être affiché sur les réseaux sociaux. La seule photo que j'ai postée avec lui à visage découvert, c'était à la fin de l'année dernière, donc il y a quelques semaines, où j'ai posté une photo avec lui-même, il s'y attendait pas. Il était content, mais je l'ai pris au dépourvu, je lui ai pas demandé son avis. Au final, heureusement, il a bien pris, il était content. Mais... Jessie, tu as envie de quoi pour les années à venir, les mois à venir? Est-ce que tu te vois sur YouTube? Est-ce que tu veux travailler au sein d'une grande entreprise? C'est quoi ton rêve ultime? Moi, j'ai envie de continuer YouTube. Souvent, on me demande est-ce que ça me manque pas le luxe? Des fois, on pense que je déteste le luxe et que j'ai été dégoûtée, mais pas du tout. J'adore ça, c'est pour ça que j'en parle autant. Moi, plus tard, je sais pas, j'ai envie de développer YouTube. J'ai envie de faire plein de choses. YouTube, on voit, les personnes qui regardent les vidéos ne voient que la partie où on parle devant une caméra. Il y a tellement de choses. Il y a toute la partie créa, il y a toute la partie montage, recherche d'idées, etc. Donc moi, je me vois continuer sur YouTube. Tant que ça marche, j'ai envie de continuer sur YouTube. Donc j'ai mes diplômes. Si demain ça s'arrête,
j'aurais aucun problème à aller en bureau et faire d'autres choses. Et ben c'est tout ce que je te souhaite, Jessie, avec ma communauté. Vous pouvez retrouver Jessie sur ses propres réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Melting Curves, Oui. voilà, du nom de ta chaîne. Ouais. Et ta chaîne YouTube, bah forcément, c'est Melting Curves. Merci pour ton discours, merci pour tes explications. Ravi d'avoir pu te découvrir différemment aujourd'hui. J'espère aussi pour vous, en toute intimité. Vous filez voir la chaîne YouTube de cette jeune fille Melting Curves. Je suis sûr que vous allez tomber sur une vidéo qui va vous plaire ou qui va vous parler. Et nous, on se retrouve très bientôt, toujours avec personnalité, en toute intimité. À très vite.